Claire Moreau avait 38 ans, mais son visage buriné par le froid, ses joues creusées par la faim et ses mains calleuses laissaient croire qu'elle en portait 60. Depuis presque 10 ans, elle errait sans domicile dans les rues de Paris, noyée dans l'anonymat de la foule pressée, invisible aux yeux de ceux qui la frôlaient chaque jour sans jamais la voir. Son royaume était l'asphalte dur et les bancs glacés, ses trésors, les restes de la ville. Et parmi tous les endroits où elle se réfugiait, c'était le boulevard Haussmann qui l'attirait le plus. Elle s'installait chaque matin près des grandes vitrines illuminées, dissimulée entre un kiosque à journaux et une bouche de métro, toujours dans l'ombre du bâtiment imposant de la Valpré System, une entreprise de technologie dont le nom clignotait en lettres blanches et bleues au sommet d'une façade de verre. Claire ne comprenait rien à leurs affaires, mais elle observait. Elle observait comme un soldat en planque, attentive à chaque mouvement. Les silhouettes élégantes entraient et sortaient, tailleurs sombres, montres chères, talons précipités. Elle apprenait leur visage, leur rythme, leur langage muet. Certains levaient les yeux au ciel, d'autres au sol, mais aucun ne la regardait jamais. Parmi eux, un homme se démarquait par son allure arrogante, Julien Lambert. Il arrivait chaque matin à 9h moins 5, ponctuel comme une horloge suisse, dans une berline noire aux vitres teintées. Ses costumes semblaient taillés dans l'argent lui-même, et son regard froid tranchait comme une lame. Claire connaissait son nom parce qu'elle l'avait entendu souvent dans les conversations téléphoniques des employés à l'extérieur, ou lu dans les journaux abandonnés. Julien Lambert, le PDG de Valpré System. Un millionnaire couronné de succès, célébré dans les pages économiques, mais méprisé en silence par beaucoup, il incarnait l'élite parisienne, riche, puissant et inatteignable. Chaque jour, Claire le regardait passer. Il ne la voyait pas. Il ne voyait personne d'ailleurs, à part lui-même dans le reflet des vitrines. Il semblait marcher au-dessus du trottoir, comme s'il ne faisait pas partie de la même réalité que les passants. Un matin, alors qu'il sortait du bâtiment en discutant à voix haute avec un cadre, son regard croisa celui de Claire, ou du moins, elle le crut. Une fraction de seconde, un frémissement, une hésitation dans sa démarche. Puis, il détourna les yeux, fronça les sourcils et poursuivit son chemin. Ce fut assez pour que Claire ressente un étrange pincement. Ce n'était pas de la honte. Elle ne ressentait plus cela depuis longtemps. C'était quelque chose d'autre, une fissure infime dans le mur d'indifférence. Elle n'attendait rien de la vie. Les hivers passaient, les étés aussi. Elle survivait grâce aux distributions de nourriture, aux abris de fortune et à une endurance forgée par les coups du sort. Il lui arrivait de parler seule, non par folie, mais parce que personne ne l'écoutait. Elle existait en marge d'un monde qui roulait sans elle, et cela lui convenait presque. Car parfois, quand la nuit s'installait sur les toits haussmanniens, quand le boulevard se vidait et que les lumières du siège de Valpré System s'éteignaient une à une, Claire sentait en elle un murmure, une voix ancienne, étouffée par les années. Une voix qui disait « Tu n'as pas toujours été ici, tu n'es pas né pour disparaître ». Mais ses pensées étaient fugaces. Elles se dissolvaient au contact du froid, du bruit et de la peur. Elle se couchait sur un matelas usé, recroquevillée sous des couvertures sales, et s'endormait en rêvant d'un autre monde, un monde où quelqu'un, une seule fois, dirait son nom. Un monde où Claire Moreau existerait vraiment. Elle ne savait pas que ce jour approchait, que dans les entrailles même de ce bâtiment qu'elle observait depuis des années, son nom était inscrit sur un document scellé, et que bientôt, la femme invisible deviendrait le centre de tous les regards. La pluie tombait fine et constante ce matin-là, dessinant sur les trottoirs de Paris des rivières silencieuses que les passants en costume traversaient sans ralentir. Claire, emmitouflée dans un manteau qui n'avait plus de forme ni de couleur, fouillait les ordures derrière l'immeuble de la Valpré System, là où les poubelles étaient jetées sans précaution, regorgeant parfois de trésors inattendus, restes de nourriture, journaux récents, bouteilles à moitié pleines. Elle connaissait ce coin comme sa poche. L'odeur était insupportable, mais elle y trouvait souvent de quoi survivre un jour de plus. Ce jour-là, pourtant, ce n'était pas un croissant abandonné ou une écharpe trouée qu'elle découvrit, mais quelque chose de bien plus singulier. Coincé entre un sac noir éventré et une boîte de carton imbibée d'eau, un petit paquet enveloppé dans du plastique transparent attirait son attention. L'instinct de survie lui dictait de passer à autre chose. Ce genre de choses n'appartenait pas à son monde.
Mais il y avait sur cet objet quelque chose de dérangeant, d'inattendu. Un nom, le sien. Elle saisit le paquet, défit lentement le plastique devenu glissant, et découvrit à l'intérieur une enveloppe blanche, épaisse, portant en lettres dactylographiées « Claire Moreau ». Le cœur battant plus vite que d'habitude, elle jeta un œil autour d'elle. Personne ne semblait avoir remarqué sa trouvaille. Elle se redressa, coinça l'enveloppe contre sa poitrine et s'éloigna en boitant, disparaissant dans une ruelle humide. Dans un coin de terrain vague, protégé du vent par un mur décrépit, Claire s'assit sur une caisse de bois et ouvrit enfin l'enveloppe. À l'intérieur, plusieurs feuilles pliées avec soin, des documents juridiques, des tampons officiels, des signatures, et une lettre. Elle lut lentement, déchiffrant les mots avec difficulté. L'écriture était nette, impersonnelle. Elle reconnut quelques termes. Succession héritière légitime, Valpré Système, André Valpré. Le nom frappa comme un coup de poing dans la poitrine. Elle n'avait pas entendu ce nom depuis plus de 20 ans. Elle le croyait enfoui pour toujours. André Valpré. Dans sa mémoire, ce nom évoquait une voix douce, une silhouette élégante, des souvenirs fragmentés d'un homme qui l'avait un jour prise par la main dans un parc, un homme qu'elle n'avait plus revu depuis l'âge de 12 ans. Sa mère l'avait toujours empêchée de poser trop de questions, noyant le passé dans des silences froids et des regards fuyants. Mais la lettre était claire. André Valpré était son père biologique, et selon ses documents, avant sa mort récente, il avait modifié son testament. Claire Moreau était désignée comme héritière principale d'une participation majeure dans l'entreprise qu'il avait fondée, Valpré Système. Elle relut la lettre 3 fois. Le papier tremblait entre ses doigts. Chaque mot semblait la repousser à une réalité qu'elle refusait d'admettre. Elle, propriétaire de quoi que ce soit, encore moins d'une entreprise colossale, celle-là même qu'elle avait observée en silence depuis des années. C'était absurde. C'était trop loin de tout ce qu'elle connaissait. Cela ressemblait à une erreur ou à une plaisanterie cruelle. Mais les documents étaient authentiques. Elle reconnaissait les tampons, les noms de notaires, les signatures officielles. Rien de ce qu'elle tenait en main n'avait l'allure d'un mensonge. Elle resta là longtemps, les yeux fixés sur les feuilles étalées à ses pieds, sans bouger. Le bruit de la ville paraissait lointain, assourdi par le tumulte qui grondait dans sa tête. Elle revoyait les traits d'André, sa voix douce, son regard presque triste, sa présence furtive dans une vie marquée par l'abandon. Il y avait donc eu un lien réel, tangible, et non une invention de son enfance solitaire, et ce lien revenait la chercher, des décennies plus tard, sous la forme d'un testament jeté dans une benne à ordures. Pourquoi ces documents se retrouvaient-ils là? Pourquoi personne ne l'avait contacté? Était-ce une tentative de l'effacer une fois de plus? Ou bien quelqu'un avait-il voulu l'empêcher de découvrir cette vérité? Elle plia soigneusement les feuilles, les remit dans l'enveloppe et la glissa au fond de son sac entre une paire de chaussettes déchirées et une vieille boîte de sardines vide. Une partie d'elle voulait tout oublier, jeter cette enveloppe loin d'elle, reprendre sa vie d'avant, faite d'oubli et de silence. Mais une autre partie, plus vive, plus ancienne, brûlait de comprendre. Elle n'était peut-être pas folle, comme on l'avait souvent laissé entendre. Elle n'était peut-être pas la poussière que tout le monde balayait du regard. Peut-être, au fond, avait-elle toujours eu une place quelque part. Peut-être que cette enveloppe était une preuve, une clé. Mais une clé pour ouvrir quoi? Le vent s'engouffrait dans les ruelles du 10e arrondissement avec une rudesse particulière ce soir-là. Claire marchait vite, la tête basse, serrant contre elle un sac plastique dans lequel l'enveloppe reposait, comme si elle transportait une bombe silencieuse. Elle évita les regards, prit les chemins les plus discrets et s'enfonça dans une arrière-cour délabrée qu'elle connaissait bien. C'était là qu'elle passait ses nuits depuis des mois, un ancien local technique désaffecté, dont la porte ne tenait plus que par un loquet tordu. Personne ne venait ici. Et c'était parfait ainsi. Elle entra, referma derrière elle avec précaution, puis alluma une petite lampe torche qu'elle avait récupérée dans une brocante de fortune. L'endroit sentait l'humidité, mais c'était sec et presque silencieux, à l'exception du grondement lointain du métro qui passait à intervalles réguliers sous la ville. Dans un coin, une caisse de bois recouverte de vieux vêtements lui servait de lit. Elle s'agenouilla devant une autre caisse, bien plus ancienne, recouverte d'un tissu élimé. Elle hésita puis l'ouvrit. Dedans, des choses qu'elle n'avait pas touchées depuis des années. Des fragments de son ancienne vie,
soigneusement conservés dans le peu qu'elle avait pu protéger. Un vieux bracelet en tissu, une boîte d'allumettes décorée, quelques photos écornées, et un carnet sans couverture. Elle prit une des photos, une image fanée d'un après-midi lointain. Une enfant de 12 ans, debout dans un jardin, à côté d'un homme élégant. L'homme souriait, la main posée sur l'épaule de la fillette. Elle n'avait jamais su qui avait pris la photo, mais elle se rappelait du moment, du silence, du regard doux de cet homme, du parfum discret qu'il portait. Elle ferma les yeux. André Valpré. C'était donc vrai. Pas un rêve, pas une invention. Il avait bien existé dans sa vie. Peu de temps, mais assez pour marquer sa mémoire d'une empreinte indélébile. Elle se souvenait des visites brèves mais régulières, toujours en cachette, toujours en dehors de la maison. Sa mère ne voulait pas qu'il entre. Elle l'appelait « l'erreur de jeunesse » quand elle en parlait, ce qui était rare. Il n'y avait jamais eu d'explication claire, seulement des colères, des silences et des départs précipités. Claire avait compris, avec le temps, que sa mère avait voulu l'éloigner de cet homme. Peut-être par rancune, peut-être pour la protéger. Mais à l'époque, elle ne savait qu'une chose. Il la faisait rire. Il lui posait des questions, il lui achetait des livres. Il n'avait jamais levé la voix. Et puis un jour, il avait disparu. Elle avait attendu des jours, des semaines. Il n'était jamais revenu. Et sa mère avait refusé de répondre à ses questions. À 12 ans, Claire avait cessé d'espérer. À 14, elle fuguait pour la première fois. À 16, elle vivait dans des squats. À 17, elle arrêtait de parler à quiconque. Mais ce souvenir restait. Cet homme qui un temps l'avait vue, qui lui avait parlé comme si elle comptait. Et maintenant, des années plus tard, elle apprenait qu'il avait cherché à la retrouver, qu'il avait modifié son testament, qu'il lui léguait une part importante d'un empire qu'elle n'avait jamais demandé. Elle rouvrit l'enveloppe, relut certains passages de la lettre. Les mots « héritière légitime » revenaient plusieurs fois. Les documents précisaient que le changement avait été fait 6 mois avant la mort d'André, qu'un notaire parisien, dont le nom figurait au bas des pages, avait enregistré la démarche. Il n'y avait aucune mention de contestation, aucun doute apparent sur sa volonté. Claire sentit une pression monter dans sa gorge, une colère étrange, mêlée à une tristesse qu'elle croyait disparue. Pourquoi maintenant? Pourquoi cet homme, qui l'avait abandonné pendant toute sa vie d'adulte, décidait-il enfin de reconnaître son existence? Était-ce une tentative de réparation? Une façon lâche de se racheter après sa mort? Elle se leva, marcha de long en large dans l'espace réduit, ses pas résonnant sur le sol de béton brut. L'amertume lui montait au visage. Il avait eu toutes les ressources pour la retrouver. Elle n'était jamais partie très loin. Elle avait vécu dans cette ville, errant dans ses rues, dormant parfois à quelques centaines de mètres de ses bureaux. Et il ne l'avait pas vue. Il n'avait rien fait, ou du moins pas assez. Et pourtant, elle ne pouvait pas nier le trouble profond que cette lettre éveillait en elle. L'enfant qu'elle avait été se réveillait, encore prête à tendre la main vers ce père qui n'en avait jamais été vraiment un. Mais la femme qu'elle était devenue, celle qui avait survécu à la rue, au froid, au regard qui jugent et ignorent, ne voulait pas de charité. Elle voulait comprendre et, peut-être, se faire entendre. Ce n'était plus une question d'héritage ou d'argent. C'était une question de vérité, d'identité, de justice même. Toute sa vie, elle avait été privée de voix. Cette enveloppe changeait tout. Elle ne savait pas encore comment, ni à quel prix. Mais elle sentait que quelque chose venait de basculer. Le passé, qu'elle avait tant voulu oublier, revenait à la surface, non comme un fantôme, mais comme une force, brutale, inévitable. Et cette force portait un nom qu'elle n'avait pas prononcé depuis plus de 25 ans, Valpré. Le lendemain matin, Claire se leva plus tôt que d'habitude. La nuit avait été brève, rythmée par des pensées qui tournaient sans cesse dans son esprit. Son visage, marqué par les années passées dans la rue, avait une dureté nouvelle, plus résolue. Elle avait pris une décision. Elle ne se contenterait pas de lire des documents trouvés dans une poubelle. Elle irait elle-même, en personne, confronter ceux qui occupèrent les bureaux de Valpré Systèmes. Elle voulait des réponses claires, des visages à regarder dans les yeux. Elle voulait qu'on lui dise, sans détour, ce que tout cela signifiait. Elle s'habilla avec ce qu'elle avait de plus présentable, ce qui n'était pas grand-chose. Un vieux manteau gris rapiécé à plusieurs endroits, un pantalon trop grand et une paire de bottes dont la semelle tenait avec du fil de fer. Ses cheveux étaient en désordre,
son visage encore sali par la poussière et les nuits passées dehors. Mais elle n'en avait cure. Ce jour-là, elle n'était pas là pour faire bonne figure. Elle était là pour être entendue. À 8h30 du matin, elle se tenait déjà devant l'entrée principale de la tour Valpré. Le hall vitré resplendissait sous les lumières artificielles et les employés affluaient, badge en main, bavardant à voix basse, le regard fixé sur leur téléphone. Claire les observa pendant plusieurs minutes, son cœur battant fort, sa gorge sèche. Elle inspira profondément, passa la porte tournante et entra. Le contraste était brutal. L'intérieur respirait le luxe discret, l'ordre et la précision. Marbre au sol, silence contrôlé, odeur de café frais et de parfums onéreux. À l'accueil, 2 jeunes femmes en tailleur, derrière un comptoir immaculé, levèrent les yeux en la voyant s'approcher. Claire s'arrêta à 2 mètres. Elle sentit les regards se poser sur elle, insistants, comme si sa seule présence déformait l'équilibre esthétique du lieu. « Bonjour », dit-elle d'une voix rauque. « Je voudrais parler à quelqu'un de la direction. C'est important, très important. » Les 2 réceptionnistes échangèrent un regard, puis l'une d'elles se redressa, tout en gardant un ton poli mais distant. « Vous avez un rendez-vous, madame ?»« Non, mais j'ai des documents. Il s'agit d'un testament. D'André Valpré. » Le nom fit l'effet d'un courant d'air froid. L'autre réceptionniste fronça les sourcils, pianota rapidement sur son clavier, puis secoua la tête. « Je suis désolé. Ce nom ne figure dans aucun de nos fichiers clients ou fournisseurs. Et vous ne semblez pas être répertorié non plus. Vous devriez contacter un avocat ou envoyer une lettre. Nous ne pouvons pas vous laisser passer sans autorisation. » Claire serra les poings. Elle s'attendait à une forme de résistance, mais pas à ce ton doucereux chargé de pitié méprisante. Elle sortit l'enveloppe de son sac, la posa sur le comptoir, ouvrit les documents et les glissa lentement vers la réceptionniste. « Lisez. Je suis Claire Moreau. Je suis mentionnée ici comme héritière. Je veux parler à quelqu'un du conseil. Maintenant. » Les 2 femmes s'échangèrent un nouveau regard, cette fois accompagné d'un soupir à peine masqué. L'une d'elles appuya sur un bouton sous le bureau. Quelques secondes plus tard, 2 agents de sécurité apparurent, grands, solides, en uniforme noir. Ils s'approchèrent sans un mot. « Madame, vous allez devoir nous suivre, » dit l'un d'eux. « Vous n'êtes pas autorisée à rester ici. » Claire sentit la rage monter. Elle attrapa les papiers, les serra contre elle et recula d'un pas. « Je ne partirai pas tant que je n'aurai pas vu quelqu'un. J'ai le droit de savoir pourquoi ces documents ont été cachés. J'ai le droit de parler. » Le ton monta légèrement. Quelques employés s'étaient arrêtés observant la scène à distance. Des murmures se propageaient déjà dans le hall. Les agents, visiblement embarrassés, saisirent Claire par les bras. Elle se débattit, mais ses forces étaient maigres. En quelques secondes, elle se retrouva poussée vers la sortie, ses documents tombant au sol. L'un des gardes les ramassa et les lui jeta sans ménagement. Sur le trottoir, elle chancela, son cœur battant à tout rompre, ses joues en feu. La pluie avait recommencé à tomber, fine et glacée. Elle restait là hébétée, les papiers froissés contre sa poitrine. Mais le pire n'était pas encore arrivé. Car au moment où elle ramassait l'enveloppe tombée dans une flaque, une voix qu'elle avait entendue 1000 fois dans ses rêves, une voix tranchante et assurée, s'éleva derrière elle. « Vous voilà encore. La mendiante du boulevard. Qu'est-ce que vous espérez? Une place au conseil d'administration ?» Claire se retourna. Julien Lambert se tenait là, les mains dans les poches de son long manteau, entouré de 2 collaborateurs. Il la toisait avec un rictus moqueur. Il avait tout entendu. « Je sais qui vous êtes, monsieur Lambert, dit-elle, la voix tremblante mais ferme, et vous saurez bientôt qui je suis. » Julien éclata de rire, franc et cruel. « Vous? Vous êtes délirante. Faites-vous soigner. Ou mieux, retournez là d'où vous venez. Ce monde n'est pas pour vous. » Il la dépassa indifférent et entra dans le bâtiment sans un mot de plus. Les portes vitrées se refermèrent derrière lui, hermétiques, impénétrables. Claire resta seule sous la pluie, ses vêtements trempés, ses mains tremblantes. Pour la seconde fois dans sa vie, elle se sentait rejetée par un monde qui lui devait des explications. Mais cette fois, elle ne fuyait pas. Elle allait se battre. Le lendemain de son expulsion violente du siège de Valpré Systèmes, Claire ne quitta pas son abri improvisé. Son corps portait encore les marques de la bousculade, mais c'était sa dignité meurtrie qui lui pesait le plus. Le regard moqueur de Julien Lambert, son rire tranchant, la froideur des réceptionnistes, tout cela s'était imprimé en elle comme une brûlure.
Elle ne s'attendait pas à un accueil chaleureux, mais l'humiliation publique avait réveillé quelque chose de plus profond, un sentiment d'injustice insupportable, et cette fois elle n'avait pas l'intention de laisser tomber. Alors qu'elle était recroquevillée dans un coin du local abandonné, en train de relire pour la 100e fois les documents que personne ne voulait reconnaître, un bruit à l'extérieur la fit sursauter. Des pas rapides, assurés. Claire se leva brusquement, serrant la lampe torche à la main comme une arme, son instinct toujours en alerte. La porte grinça, puis une silhouette féminine apparut dans l'encadrement. « Claire Moreau ?» La voix était calme, posée, mais tranchante comme le verre. La femme entra, referma la porte derrière elle sans attendre d'invitation. Elle portait un tailleur sombre, des lunettes fines, un sac en cuir accroché à l'épaule. Tout en elle dégageait une autorité discrète, une maîtrise absolue de la situation. Claire recula d'un pas méfiante. « Qui êtes-vous » ? « Mon nom est Sophie Delacour. Je suis avocate. J'ai été mandatée par André Valpré avant son décès. Il m'a confié des instructions précises qui vous concernent directement. » Claire la fixa interdite. Le nom d'André résonna de nouveau, mais cette fois il n'était pas porté par un document jeté à la hâte dans une poubelle. Il sortait de la bouche d'une femme en chair et en os, venue jusqu'à elle, dans son refuge, comme si sa réalité invisible avait soudainement franchi le seuil de l'impossible. Sophie ouvrit son sac, en sortit une chemise rigide, et l'ouvrit lentement. « Je sais ce que vous avez vécu hier, ce que Julien Lambert a fait. Et je vous assure qu'il n'a pas le droit de rejeter votre présence. Vous êtes, selon le testament enregistré et validé par le notaire Meudurand, l'héritière légale et majoritaire de Valpré Système. Ce n'est ni une erreur, ni une illusion. André Valpré a modifié son testament après vous avoir retrouvé, ou du moins après avoir confirmé votre identité et votre parcours. Il savait que vous viviez dans la rue. Il voulait que ses dernières volontés réparent, dans la mesure du possible, les absences et les fautes du passé. Claire ne répondit pas tout de suite. Elle resta debout, les bras le long du corps, comme figée. L'information avait beau confirmer ce qu'elle avait déjà lu, l'entendre ainsi de manière formelle changeait tout. Il ne s'agissait plus d'une théorie fragile ou d'une interprétation personnelle. C'était une réalité juridique, soutenue par une professionnelle du droit qui venait jusqu'à elle. Pourquoi maintenant ? Pourquoi personne ne m'a contacté avant ? Parce qu'on a tenté d'effacer votre existence. J'ignore encore qui exactement, mais les documents que vous avez trouvés dans la benne ne devaient pas s'y trouver. J'avais moi-même prévu de vous retrouver dans les prochains jours, mais ils ont voulu vous couper l'herbe sous le pied. Heureusement, vous êtes allé à leur rencontre avant qu'ils ne puissent agir. Claire sentit ses jambes faiblir. Elle s'assit sur une caisse sans dire un mot. La tension qui l'habitait depuis des jours, depuis des années même, semblait s'évaporer d'un coup, remplacée par une fatigue lourde, pesante. Sophie s'approcha sans prendre un ton condescendant, sans feindre la compassion. « Vous êtes dans votre droit, et je suis ici pour vous accompagner. Mais avant toute chose, vous devez décider. Voulez-vous faire valoir ce droit ? Voulez-vous exercer le pouvoir que cette part d'héritage vous donne ? Ce ne sera pas simple. L'entreprise est dirigée par des gens qui vous méprisent. Julien Lambert ne reculera devant rien pour conserver sa position. Il a déjà engagé un cabinet juridique pour contester votre légitimité. Mais nous avons l'avantage. Les documents sont en règle. Les intentions d'André sont claires. Et moi, je suis prête à aller jusqu'au bout. » Claire releva enfin la tête. Dans son regard, il n'y avait plus de doute. Elle avait été rejetée, humiliée, effacée. Mais désormais, elle avait une arme. Pas une vengeance, pas une revanche futile, mais un levier réel. Une place que personne ne pourrait nier sans se confronter à la loi. Je ne veux pas de leur argent, ni de leur luxe. Mais je ne supporterai pas une humiliation de plus. S'ils me croient morte ou folle, ils vont devoir me regarder dans les yeux. Sophie acquiesça, puis sortit un téléphone de sa poche. « Très bien, dans ce cas, je prends rendez-vous avec le conseil d'administration. Officiellement. Nous allons leur présenter les documents et réclamer l'application du testament. Je veux que vous soyez présente. Vous n'avez pas besoin d'être parfaite, juste d'être là, de vous montrer. Et surtout de ne pas plier. » Claire serra les poings. Pour la première fois depuis des années, elle avait l'impression d'exister à nouveau dans le monde des vivants. Pas comme une silhouette floue à la périphérie de la ville, mais comme une personne avec un nom, une histoire, un droit. Elle savait que ce serait difficile, que Julien Lambert ne se laisserait pas faire. Mais au fond d'elle, un calme nouveau s'installait. Elle n'était plus seule, et elle allait se battre. Dès l'aube suivante,
L'atmosphère autour de la Valpré-Système commença à changer, mais pas dans le sens auquel Claire aurait pu rêver. Le nom d'une réunion imminente circulait entre quelques couloirs feutrés de l'entreprise, une convocation pour un vote des actionnaires, et dès que l'information parvint à certains, le ton se durcit. Il semblait que l'annonce de l'héritage de Claire avait semé une panique silencieuse, muette mais palpable. Dans les bureaux haut perchés, derrière les vitres opaques, certains dirigeants échangèrent des regards inquiets, jetaient des papiers douteux dans des brochures luxueuses, fermaient des dossiers avec fracas. Dans les étages, la nervosité transpirait. Le plus acharné de tous était Julien Lambert. Dès qu'il apprit que l'avocate, la Sophie de la Cour, compte soumettre les documents au conseil d'administration, il s'employa à saboter toute possibilité de transition. Il convoitait le pouvoir, les titres, l'argent. Pour lui, l'apparition soudaine de Claire était une menace existentielle, une anomalie à effacer avant qu'elle ne déstabilise l'équilibre qu'il dirigeait depuis des années. Il contacta des anciens cadres, raviva des partis pris, raviva des rancunes, redistribua des promesses de bonus, proposa des promotions à ceux qui s'engageraient à faire front contre cette imposture. Dans des bureaux feutrés, autour d'une table massive en bois verni, des alliances se formaient en silence, à huis clos. Claire n'avait pas idée de l'ampleur de la manœuvre. Elle allait bientôt le découvrir. Pendant ce temps, Sophie multipliait les démarches. Elle fit enregistrer les documents auprès du notaire, confia des copies à un ami avocat, demanda l'inscription provisoire de Claire au registre des actionnaires majeurs. Mais dès le lendemain, on lui fit savoir par un courrier formel que certaines pages du dossier étaient jugées irrégulières, que des informations manquaient ou semblaient falsifiées. Des détails mineurs à première vue, un espace vide devant la signature, un tampon d'authentification mal placé, une date ambiguë. Rien d'assez grave pour invalider un testament, mais suffisant pour lancer des doutes, retarder le vote, provoquer des retards, acheter du temps. Le conseil juridique de l'entreprise, fidèle à Julien, affirma qu'il fallait vérifier toutes les pièces, procéder à une enquête interne avant toute validation. C'était la première ligne de défense. Retarder, détourner, attendre que le fracas s'éteigne. Dans le hall principal, l'atmosphère changeait aussi. Les employés, autrefois indifférents à la femme en haillons, s'étaient tus. On chuchotait. On se retournait quand elle passait, presque par réflexe. Certains détournèrent le regard. D'autres fixaient la couleur trop terne de son manteau, ses chaussettes usées. Claire surprenait de plus en plus de regards compatissants ou méfiants. Elle ne se sentait plus invisible. Elle n'était plus la silhouette floue sous un porche. Elle était l'ombre menaçante du changement. Et cela effrayait du monde. Cette tension se reflétait dans son esprit. Chaque matin, en se réveillant dans son abri, en serrant les documents contre elle, Claire sentait son cœur tambouriner. Une partie d'elle voulait battre en retraite, retourner à l'ombre, redevenir invisible. L'autre, celle qu'elle ne connaissait pas, ou qu'elle redécouvrait, voulait avancer, défendre cette vérité qui la ramenait à la vie. Elle savait que si elle reculait maintenant, tout ce qu'elle avait retrouvé risquait de lui être enlevé, effacé. Alors elle résista au découragement, à la peur, à l'indifférence, avec une obstination née de douleurs anciennes, de nuits glaciales, de refus répétés. Chaque regard de haine, chaque mot méprisant, chaque éloignement forcé devenait un carburant secret. Mais la résistance interne ne se limitait pas à des mots murmurés ou à des dossiers retardés. Un vendredi, tard dans l'après-midi, alors que le siège commençait à se vider, un directeur, jusqu'alors discret, posa des questions lors d'une réunion préparatoire. « Qui garantit que ces documents n'ont pas été falsifiés ?» demanda-t-il d'un ton neutre. Puis un autre ajouta « Ne devrions-nous pas entendre des témoins? Un héritage de cette ampleur pour une femme qui vit dans la rue, c'est difficile à croire. » Le ton, sans être ouvertement agressif, laissait entendre une condamnation. On proposa de nommer un expert indépendant pour analyser l'authenticité des papiers. On proposa de repousser la réunion finale d'au moins 2 semaines. On proposa tout, sauf reconnaître immédiatement les droits de Claire. Et dans cette lente dilution du temps, dans cette résistance interne fixée derrière des accords tacites, le danger venait moins des portes fermées que de l'inertie institutionnelle. Sophie, de son côté, réagissait avec prudence. Elle savait que plus elles en faisaient, presse, droit, démarche, plus Julien et ses alliés seraient sur la défensive. Elle suggéra de ne pas parler aux médias, de ne pas attirer l'attention avant d'avoir un vote clair.
Mais Claire, redécouvrant son reflet dans un miroir sale du refuge, sentit monter un feu silencieux. Elle voulait que le monde sache qu'elle existait, pas pour la gloire, mais par dignité. Pour qu'on reconnaisse qu'une vie, fauchée, oubliée, ignorée, avait encore de la valeur. Elle accepta les conseils, mais imposa sa présence. Elle demanda que Sophie envoie une convocation formelle à tous les membres du conseil, qu'on place son nom sur la liste des participants. Elle refusa les avances de ceux qui proposaient une somme d'argent pour étouffer l'affaire. Elle refusa les compromis tordus, les sorties discrètes, les faux conciliations. Elle ne voulait pas d'ombre. Elle voulait la lumière, même froide, même cruelle. Les jours passèrent. La date du vote restait incertaine, suspendue à ses analyses, à ses objections, à ses retards. Dans l'appartement vide qu'elle squattait encore, l'abri inconfortable qu'elle appelait maison, Claire relisait la lettre d'André la nuit, à la lueur d'une bougie tremblante. Elle repensait à l'enfant qu'elle avait été, seule, abandonnée, ignorée. Elle repensait à l'homme sur la photo, la main posée sur son épaule, le regard protecteur, tendre, plein de promesses qu'il n'avait jamais tenues. Elle repensait au vide, à la peur, à la rue, à l'ombre, et à désormais ce nom qu'elle portait, héritière, non par chance, mais par le souvenir d'un homme qui avait tenté de réparer une erreur, un droit qu'on tentait de lui voler. Elle comprit alors que la résistance interne ne serait pas seulement juridique, mais morale, existentielle. Que le combat serait long, que la victoire ne se gagnerait pas dans les regards des actionnaires, mais dans le droit qu'elle avait de rester debout, visible, non effacée. Dans ses nuits blanches à relire les documents, dans ses doutes, dans ses peurs, mais aussi dans son refus de retourner à l'ombre. Et tandis que la tour de verre continuait d'abriter les manœuvres obscures de ceux qui voulaient l'ignorer ou la faire disparaître, Claire sut qu'elle tiendrait. Pour elle, pour son passé, pour ce qu'elle était, enfin redevenue. Lorsque Claire pénétra de nouveau dans le hall principal de la Valpré System, les premières conversations cessèrent. Les employés, habitués à sa silhouette sale et vacillante postée près des poubelles ou des grilles de ventilation, ne la reconnurent pas tout de suite. Ce matin-là, elle avait laissé derrière elle le manteau troué, les chaussures rafistolées et les couches de vêtements accumulées contre le froid. À la place, elle portait une tenue sobre choisie par Sophie. Un pantalon noir élégant, une chemise sans fioriture, un manteau droit dont la coupe révélait une droiture nouvelle dans sa posture. Ses cheveux, coiffés avec soin, encadraient un visage marqué mais digne. Elle n'était pas une femme transformée par le luxe. Elle était une femme debout, les traits encore durs, mais la démarche ferme. Une femme qu'on ne pouvait plus ignorer. À ses côtés, Sophie Delacour marchait avec assurance. Dans ses mains, une pochette en cuir contenant tous les documents officiels que personne n'avait voulu lire jusqu'ici. Leur progression dans le hall fut silencieuse. Pas un mot. Mais les regards fusaient. Certains employés s'éloignèrent instinctivement, d'autres restèrent figés, incertains. Ceux qui avaient ri d'elle des semaines plus tôt baissèrent les yeux, car ils comprenaient maintenant qu'elle n'était pas venue mendier, ni supplier, mais réclamer ce qui lui revenait. À l'accueil, les deux jeunes femmes qui l'avaient fait expulser se redressèrent, tétanisées. L'une d'elles ouvrit la bouche, hésita à prononcer quelque chose, mais Sophie intervint immédiatement. « Nous avons rendez-vous avec le conseil d'administration. Je vous prierai d'annoncer la présence de Claire Moreau, actionnaire majoritaire et légataire officiel de M. André Valpré. » Les mots tombèrent comme des pierres dans un puits. La réceptionniste ne répondit pas. Elle se leva, s'éloigna pour passer un appel. Moins d'une minute plus tard, un agent de sécurité arriva, mais cette fois, il ne tendit pas la main pour expulser Claire. Il les invita à le suivre. Dans l'ascenseur, Claire fixait son reflet. Elle n'avait pas oublié les regards de mépris, les murmures, les rires. Mais elle ne tremblait pas. Elle savait ce qu'elle représentait, non seulement pour la structure de l'entreprise, mais pour l'histoire qu'on avait tenté d'effacer. Elle n'était pas là pour convaincre, elle était là pour affirmer. À l'étage du conseil, une salle les attendait, longue, vitrée, avec une table ovale entourée de chaises en cuir. Les membres du conseil d'administration étaient déjà là, costumes, montres, visages fermés. Certains feignaient l'indifférence, d'autres affichaient un mépris à peine contenu. Julien Lambert, assis au centre, ne dissimulait pas sa contrariété. Il se leva, mais sans sourire. « Claire Moreau, j'imagine que vous venez réclamer la couronne ?» Claire ne répondit pas. Elle sortit les documents qu'elle posa lentement devant elle.
Sophie prit la parole, exposant les faits, les preuves, les dates, les signatures, les validations notariales. Elle parla calmement, sans emphase, mais avec une précision implacable. Il ne s'agissait pas d'un caprice ni d'une intrusion. Il s'agissait d'une transmission légale, orchestrée par André Valpré lui-même. Le testament ne laissait aucun doute. Claire était l'héritière légitime de la majorité des parts de l'entreprise. Julien tenta de contester, évoquant des vérifications encore en cours, des doutes persistants. Il parla de l'instabilité mentale présumée de Claire, de son passé dans la rue, de l'atteinte possible à l'image de l'entreprise, mais il ne put empêcher ce qui suivit. Claire se leva, seule. Elle s'avança lentement vers l'extrémité de la table et planta son regard dans celui de chaque personne présente. Sa voix, lorsqu'elle parla, ne tremblait pas. « Vous m'avez vu, vous m'avez ignoré. Pendant des années, je me suis tenu dehors, sous vos fenêtres. Vous passiez sans un regard, vous m'avez expulsé, méprisé, moqué. Mais aujourd'hui, je suis ici parce qu'un homme a reconnu ce que vous refusez de voir, que derrière les apparences, il y a des histoires. Et la mienne est la vôtre. Mon nom est Claire Moreau, et je suis désormais propriétaire majoritaire de Valpré Systèmes. » Un silence pesant suivit. Personne ne s'attendait à une déclaration aussi directe, aussi nue. Certains baissèrent les yeux, d'autres restèrent figés. Julien, lui, avait perdu son sourire. « Vous pensez que cette entreprise va se plier à vos caprices? Vous ne comprenez rien à notre monde. »« Peut-être, » répondit-elle, « mais ce monde est aussi le mien maintenant, que ça vous plaise ou non. » Sophie annonça alors que les documents seraient déposés en préfecture dans la journée, accompagnés d'une demande officielle de changement au registre des actionnaires. L'Assemblée générale serait convoquée sous 8 jours pour confirmer la nouvelle répartition. Julien n'avait plus d'issue immédiate. Son emprise sur l'entreprise venait de recevoir une brèche profonde. À la sortie de la réunion, les couloirs semblaient plus silencieux que d'habitude. Certains employés s'écartaient à son passage. D'autres, plus discrets, hochèrent la tête avec respect. Claire ne souriait pas. Elle ne célébrait rien. Ce n'était pas une victoire. C'était un début. Le plus dur restait à venir. Car si elle avait ouvert la porte, elle savait que beaucoup tenteraient encore de la refermer sur elle. Mais cette fois, elle n'était plus seule. Et elle ne repartirait pas. Après sa déclaration officielle devant le conseil d'administration, Claire ne retourna pas dans son refuge habituel. À la demande de Sophie, elle accepta de rester temporairement dans un petit studio loué discrètement par le cabinet d'avocats. L'endroit était modeste mais propre, silencieux, équipé d'un lit correct, d'une douche fonctionnelle et d'une cafetière électrique qu'elle n'osa pas utiliser pendant 2 jours, de peur de la casser. Le miroir de la salle de bain reflétait un visage qu'elle avait du mal à reconnaître. L'ancienne Claire, celle des trottoirs, n'était jamais très loin. Mais ses traits retrouvaient un peu de définition, une densité qu'elle croyait perdue. Ce répit fut cependant bref, car dès que l'annonce de sa reconnaissance comme actionnaire majoritaire circula dans les milieux internes, une contre-offensive bien plus sournoise s'organisa, orchestrée par Julien Lambert lui-même. Il ne s'énerva pas en public, ne cria pas, mais il engagea à huis clos des spécialistes de la réputation. Il fouilla, retourna, exhuma chaque trace du passé de Claire. En moins de 48 heures, un rapport complet était entre ses mains. L'adolescente fugueuse, les séjours dans des centres d'accueil, les passages en hôpital psychiatrique après l'incendie de son immeuble quand elle avait 16 ans, les diagnostics maladroits, les traitements imposés, les fuites répétées. Claire avait été fichée, déplacée, signalée, puis oubliée, et ce passé enterré depuis longtemps servait maintenant de munition pour la discréditer. Julien choisit le moment avec soin. Lors d'une réunion à huis clos avec les membres influents du conseil, il posa le dossier sur la table. Le ton était mesuré mais l'intention claire. Nous avons ici des éléments troublants concernant Madame Moreau. Il ne s'agit pas d'attaquer, bien entendu, mais de poser la question de sa stabilité. Il serait irresponsable de remettre une entreprise de cette envergure entre les mains d'une personne à l'équilibre émotionnel fragile. Il ne s'agit pas d'un jugement moral, mais d'un risque concret. Quelques regards se détournèrent. Certains hochèrent la tête en silence. D'autres, plus prudents, demandèrent à vérifier les sources. Julien n'insista pas. Il savait que le simple fait de soulever la question suffisait à semer le doute. Le mécanisme était bien rodé. Désamorcer la légitimité par l'ombre d'un trouble passé.
Il savait que dans un environnement où l'image valait presque autant que les chiffres, ce genre d'information circulait vite, se tordait encore plus vite, et pouvait faire s'effondrer n'importe quelle figure publique, surtout une femme qui venait de la rue. Sophie fut informée le soir même. Elle appela Claire, lui expliqua calmement ce qui circulait, sans dramatiser mais sans masquer la gravité. Claire, assise sur le lit du petit studio, écouta en silence, les mains sur les genoux, le regard vide. « Je savais qu'il fouillerait », murmura-t-elle, « mais ça fait mal quand même. »« Nous pouvons réagir », répondit Sophie, « réfuter les éléments, prendre les devants. Mais ça dépend de vous. Si vous voulez que je me taise là-dessus, je le ferai. » Claire réfléchit longuement, puis elle secoua la tête. « Non, il faut qu'il sache tout, mais de moi. » 2 jours plus tard, elle convoqua une réunion avec les membres du conseil. Pas un discours, pas une plainte, juste les faits. Elle parla de l'incendie, de la mort de sa mère, de la fuite, du choc, des traitements, des internements successifs, des diagnostics hasardeux, des années aérées sans adresse, sans voix. Elle raconta sans larmes comment on vous enferme quand vous criez trop fort, comment on vous oublie quand vous n'avez plus de papier ni de proches. Elle ne chercha ni la compassion ni le pardon. Elle voulait qu'il comprenne que son parcours n'était pas une faiblesse, mais une preuve de résistance. Ce n'était pas une biographie destinée à émouvoir, c'était une leçon d'endurance. Une manière de dire « Malgré tout, je suis ici, debout, face à vous, et rien de ce que vous découvrirez ne changera cela. » Certains membres du conseil, surpris par sa franchise, commencèrent à réévaluer leur position. Julien, lui, resta impassible. Il observa, écouta, ne dit rien. Mais derrière ces silences, la tension montait, car il sentait le contrôle lui échapper, lentement mais sûrement. Il avait parié sur le rejet spontané d'une femme issue de la marge. Il n'avait pas prévu qu'elle choisirait la vérité comme arme. Dans les couloirs de l'entreprise, les conversations changeaient de ton. Ce n'était plus l'histoire d'une inconnue qui voulait l'argent d'un homme puissant. C'était le retour d'une héritière qu'on avait tenté d'effacer. Et plus les gens découvraient son passé, plus ils reconnaissaient le courage qu'il avait fallu pour en sortir vivante. Les plus jeunes salariés, ceux qui n'avaient pas encore été modelés par les logiques cyniques de l'entreprise, commencèrent à voir en elle un symbole. Pas une sainte, pas une héroïne, juste une femme réelle, marquée, debout, résolue. Le passé que Julien avait voulu utiliser comme une arme se retournait lentement contre lui. Car dans une époque où les discours sur l'inclusion, la diversité, la résilience étaient répétés à longueur de rapports annuels, il devenait difficile de condamner une femme pour ce qu'elle avait survécu. Mais Claire savait que l'exposition de ses cicatrices ne serait pas sans conséquences. Elle en paierait le prix. Dans les dîners officiels, dans les entretiens avec les investisseurs, dans les portraits de presse, on la réduirait toujours à cette image, la femme sans abri devenue actionnaire. Une étiquette lourde, que certains utiliseraient pour la marginaliser encore. Mais elle l'acceptait, car au moins, cette étiquette serait la sienne, pas celle qu'on lui imposait. Et surtout, elle n'était plus seule pour la porter. Une semaine après la réunion où Claire avait révélé son passé au conseil, une nouvelle pièce inattendue bouleversa l'échiquier tendu de la Valpré Système. C'est dans une boîte oubliée, au fond d'un meuble de rangement poussiéreux dans l'ancien bureau d'André Valpré, que l'entreprise n'avait pas encore vidé depuis son décès, que Sophie mit la main sur une série d'enveloppes scellées. Le service juridique de l'entreprise, pressé de classer le contenu du bureau, avait négligé certains cartons. L'assistante personnelle d'André, une femme proche de la retraite nommée Mireille Grangier, avait insisté pour que Sophie puisse y accéder, arguant que le patron avait souvent parlé d'une chose qu'il voulait transmettre en main propre à quelqu'un qu'il avait longtemps cherché. Ce qu'elles trouvèrent dépassa toutes les attentes. 8 lettres manuscrites, datées sur une période de presque 15 ans, adressées à Claire Moreau. Aucune n'avait jamais été envoyée. L'écriture était régulière, reconnaissable, la même que sur les notes personnelles qu'André avait l'habitude de laisser à son équipe. Mais là, les mots n'étaient pas ceux d'un chef d'entreprise. Ils étaient ceux d'un homme rongé par l'absence, qui écrivait à une fille qu'il ne connaissait pas, mais dont le souvenir ne l'avait jamais quitté. Assise dans le petit studio, le même où Claire s'était réfugiée après les premiers affrontements, elle et Sophie commencèrent à lire les lettres une par une. Dès la première, Claire comprit que ces mots allaient remuer bien plus que des souvenirs.
Claire, si tu lis ceci un jour, cela signifiera que j'ai trouvé un moyen de réparer, ou que quelqu'un l'a fait pour moi. Je n'ai jamais cessé de penser à toi, pas un jour. La deuxième lettre évoquait les premières tentatives de retrouver sa trace. André y décrivait comment il avait engagé un détective, comment il avait parcouru des listes, interrogé des services sociaux, consulté des rapports médicaux. À plusieurs reprises, il avait cru l'apercevoir, dans une station de métro, dans un dossier de l'hôpital Saint-Antoine, dans un article sur les sans-abri. Mais toujours, le fil se rompait. J'ai souvent eu l'impression que tu fuyais le monde. Pas seulement moi, mais tout. Et chaque fois que je croyais m'approcher, tu disparaissais. À travers les lettres, Claire découvrait un homme très différent de l'image rigide qu'elle avait longtemps gardée en tête. Il ne parlait pas d'héritage, de capital, ni de décision financière. Il parlait d'absence, de culpabilité, de regret. Il reconnaissait avoir cédé à la pression de sa famille, à l'époque où il avait eu une relation avec la mère de Claire, une femme issue d'un autre milieu, que les Valpré n'avaient jamais accepté. L'union avait été brève, clandestine. Et lorsque la grossesse avait été révélée, tout avait été fait pour couper les ponts. Je n'ai pas été assez fort, j'aurais dû me battre. Mais je n'ai pensé qu'à ma carrière, à la réputation de ma famille. J'ai fui mes responsabilités, et je l'ai payé. Chaque fois que j'ai lu ton prénom sur un rapport, chaque fois que j'ai cru reconnaître ton visage dans la rue, j'ai su que ma lâcheté avait un prix. Dans une autre lettre plus récente, datée d'1 an avant sa mort, André évoquait les démarches engagées pour réécrire son testament. Il y expliquait son souhait de transférer la majorité de ses parts à Claire, non pour la punir de ce qu'il n'avait pas fait, mais pour lui rendre ce qui lui revenait, et lui donner la possibilité d'exister dans le monde qu'on lui avait volé. Tu n'as jamais eu ta chance. Ce que je fais maintenant ne l'efface pas, mais c'est ce que je peux faire de mieux. Tu es ma fille, et ce nom, Valpré, tu as le droit de le porter avec dignité. Claire lut chaque mot sans pleurer, mais les doigts crispés sur les feuilles révélèrent la tension immense qui la traversait. Ce n'était pas le pardon qu'elle cherchait, ce n'était pas non plus une confirmation, c'était la reconnaissance. Et dans ces lettres, elle la trouvait enfin. Une vie entière de silence, de solitude, de combat, recevait soudain un écho. Les morceaux épars de son histoire, ceux qu'on avait tenté d'effacer, prenaient une forme. Elle n'était pas une imposture, elle n'était pas une erreur. Elle avait été trahie, oui, mais jamais oubliée. Sophie lui conseilla immédiatement de faire certifier les lettres par un huissier et de les déposer dans le dossier officiel du litige en cours. Elle savait que leur valeur juridique serait limitée, mais leur poids symbolique pouvait inverser le regard de certains membres du Conseil. Claire hésita. Elle n'aimait pas l'idée d'exposer ses mots intimes, de les transformer en pièces à conviction, mais elle comprenait la nécessité. Si Julien voulait continuer à jouer sur l'ambiguïté, ces lettres étaient sa réponse. Non un cri de défense, mais un rappel de vérité. Dans les jours qui suivirent, les copies des lettres furent discrètement partagées avec les administrateurs les plus indécis. Le changement fut immédiat. Là où certains voyaient une menace, une étrangère surgit de nulle part, ils voyaient maintenant une fille trahie, reconnue trop tard, mais à qui le fondateur lui-même avait confié la suite. Julien, confronté à cette vague soudaine de compassion et de soutien pour Claire, comprit que le terrain glissait sous ses pieds. Il tenta de minimiser les lettres, évoquant une manœuvre posthume, un pathos mal placé. Mais cette fois, ses mots sonnaient creux. Car les lettres, dans leur fragilité, disaient plus que tous ces discours froids et stratégiques. Elles disaient ce que personne n'avait osé reconnaître jusque-là, que Claire Moreau n'était pas une erreur du système. Elle était le chaînon manquant. Et désormais, elle était là. Non pour prendre la place d'André, mais pour faire exister enfin son histoire. La salle était silencieuse. Pas un souffle, pas un froissement de papier. Juste les regards croisés, pesants, parfois fuyants, souvent tendus. Le conseil d'administration de Valpré Systèmes était réuni en session extraordinaire. Cette fois, il ne s'agissait plus d'un échange d'informations ou d'un débat sur des procédures. Ce jour-là, il fallait voter. Une question unique, directe mais lourde. Julien Lambert devait-il ou non rester directeur général de l'entreprise? Une décision finale, encadrée juridiquement, inscrite à l'ordre du jour officiel, convoquée en respect de la nouvelle structure d'actionnariat après la reconnaissance formelle de Claire comme héritière majoritaire. Le pouvoir n'était plus entre les seules mains de l'ancien cercle dirigeant.
Claire détenait maintenant plus de la moitié des voix. Mais le résultat n'était pas gagné d'avance. Car dans les hautes sphères du pouvoir, l'inertie, les alliances historiques et les loyautés dissimulées peuvent peser plus que le droit. Julien était assis à l'extrémité de la table, costume impeccable, mâchoire serrée, mains jointes sur un dossier mince. Il ne regardait pas Claire. Il fixait un point invisible devant lui, comme s'il refusait d'accorder à cette journée la moindre once de réalité. Autour de la table, les autres membres du conseil affichaient des postures différentes. Certains observaient Claire avec intérêt, d'autres avec réserve, d'autres encore avec un malaise palpable. L'histoire des lettres d'André avait marqué les esprits, mais le passé de Claire, sa fragilité présumée, ses années dans la rue, demeuraient pour beaucoup une source de méfiance. Les intérêts financiers se mêlaient à des préjugés anciens, bien ancrés. Claire se leva. Elle ne portait ni bijoux, ni maquillage. Sa tenue était sobre, sans sophistication, mais propre, nette, soignée. Elle tenait entre les mains quelques feuilles, sur lesquelles elle avait noté quelques mots, mais elle ne les lut pas. Elle les posa devant elle, prit une inspiration, puis parla. « Je suis ici parce qu'un homme a reconnu en moi ce que beaucoup ont refusé de voir. Ce n'est pas une question de mérite, ce n'est pas une question de stratégie, c'est une question de vérité. Vous connaissez mon histoire. Vous avez lu ce que mon père a laissé derrière lui. Vous savez d'où je viens, ce que j'ai traversé. Je ne suis pas ici pour demander votre compassion. Je suis ici parce que je porte un nom que vous respectiez tant qu'il n'était pas associé à moi. Ce nom, c'est Valpré. Et ce nom, je le porte à ma manière. Je ne prétends pas diriger cette entreprise comme Julien l'a fait. Je ne prétends pas avoir toutes les compétences techniques ou stratégiques. Mais je prétends au droit de veiller à ce que cette entreprise n'oublie jamais que ses décisions affectent des vies réelles, pas seulement des chiffres. Ce que je vous demande aujourd'hui, ce n'est pas un vote contre un homme. C'est un vote pour une nouvelle manière de faire. Une manière où le pouvoir ne sert pas à écraser, mais à intégrer. Où on ne méprise pas ceux qui n'ont pas eu la même chance. C'est cela que je défendrai, quelle que soit l'issue du vote. Mais sachez-le, je ne reculerai pas. Elle se rassit. Aucun applaudissement, aucun murmure, juste le silence. Puis le président du conseil prit la parole, relut la question soumise au vote, expliqua brièvement les modalités. Un à un, les membres devaient voter, de façon anonyme, à l'aide d'un système électronique. Le décompte serait immédiat. La salle s'emplissait d'une tension presque physique. Même Julien semblait ressentir le poids du moment. Il croisa enfin le regard de Claire, non avec colère mais avec une dureté glaciale. Les votes commencèrent. Les noms s'affichaient sur un écran interne, un simple « oui » ou « non » s'inscrivant à côté de chaque identifiant de membre. Le processus dura moins de 5 minutes, mais pour Claire, ce furent les 5 minutes les plus longues de sa vie. Elle ne tremblait pas, mais chaque seconde lui rappelait ce que cette décision représentait, la validation de son droit d'exister dans un monde qui avait toujours voulu la tenir à l'écart, pas seulement dans l'entreprise, mais dans la société tout entière. Lorsque le dernier vote fut enregistré, le président se leva. Il ne souriait pas, ne laissait paraître aucune émotion. Le Conseil, conformément à la majorité simple requise, doit trancher. Monsieur Lambert reste-t-il à la direction exécutive de Valpré Systèmes? Les votes ont été comptabilisés. Résultat, 6 voix pour le maintien, 6 voix contre. La voix prépondérante revient à l'actionnaire majoritaire. Un léger frisson parcourut la salle. Tous les regards se tournèrent vers Claire. Le président poursuivit. « Madame Claire Moreau, en tant qu'actionnaire majoritaire, vous êtes appelée à voter. Votre décision sera décisive. » Claire ne répondit pas tout de suite. Elle regarda les visages autour d'elle. Certains détournèrent les yeux. D'autres l'observaient, curieux. Puis elle regarda Julien, droit dans les yeux. Il n'était plus intouchable. Il était un homme pris au piège de son arrogance face à une réalité qu'il n'avait pas su anticiper. « Non, dit-elle simplement. Je vote contre le maintien de Julien Lambert. » Un battement de silence. Puis, le président confirma. Julien Lambert est officiellement démis de ses fonctions. Une direction intérimaire sera nommée jusqu'à ce que le conseil se réunisse à nouveau pour choisir un nouveau dirigeant. Julien se leva lentement. Il ne dit rien. Son regard passa sur chacun, puis se fixa à nouveau sur Claire. « Vous avez gagné une bataille », murmura-t-il en quittant la pièce. « Pas la guerre. » Claire ne répondit pas. Elle n'avait pas besoin de répondre.
car ce jour-là, pour la première fois, elle n'était plus une silhouette en marge. Elle était une voix, une décision. Un point final à une domination construite sur le mépris. Et même si elle savait que rien ne serait facile à partir de maintenant, elle avait posé un acte que personne ne pourrait annuler. Elle avait choisi. Et elle l'avait fait à visage découvert. Le renvoi de Julien Lambert du poste de directeur général de Valpré Systèmes fut accueilli par une vague d'émotions contradictoires dans les couloirs de l'entreprise. Certains, qui voyaient en lui une figure de stabilité, exprimaient leur inquiétude à voix basse. D'autres, plus discrets mais tout aussi attentifs, guettaient déjà le prochain mouvement, le prochain visage qui occuperait le trône temporairement vide. Mais parmi les membres du Conseil, l'atmosphère n'était pas à la victoire. Elle était à la prudence, à la méfiance contenue. Et Claire, malgré la décision qu'elle venait de faire valoir, sentait l'équilibre fragile sous ses pieds. Ce matin-là, elle s'était rendue au siège sans accompagnement. Pas de Sophie, pas d'assistante. Juste elle, une chemise bien pliée sous le bras, les cheveux attachés, le regard direct. Elle ne venait pas pour diriger une réunion, ni pour faire une déclaration. Elle voulait voir les lieux à visage nu, sans cérémonie, sans encadrement, marcher dans les couloirs, observer les visages, écouter les silences. Elle voulait ressentir ce que signifiait vraiment être la propriétaire majoritaire d'une entreprise qu'elle n'avait jamais imaginé gouverner. Mais très vite, elle perçut que quelque chose clochait. Le personnel semblait nerveux. Les échanges s'interrompaient quand elle passait. Le directeur des ressources humaines, qu'elle avait brièvement rencontré quelques jours auparavant, évita son regard et prétendit une urgence au téléphone. Lorsqu'elle entra dans la salle de réunion où devait se tenir une rencontre de suivi avec le conseil, elle comprit. Le visage de Jean-Luc Méraud, l'un des administrateurs les plus anciens, trahissait une tension inhabituelle. C'était lui, pourtant, qui lui avait promis son vote lors du scrutin précédent. Celui qui lui avait serré la main avec fermeté en affirmant que le temps était venu de changer les règles du jeu. « Claire, dit-il en se levant, il faut qu'on parle. » Le reste des membres du conseil arriva progressivement, chacun à son rythme, l'atmosphère pesante. Personne ne salua Claire avec enthousiasme. Quelques regards échangés suffirent à lui faire comprendre que les choses avaient bougé. Et vite. Méraud prit la parole avec une neutralité étudiée. Certains éléments récents sont remontés au service du conseil. Des inquiétudes sur ta capacité à assumer la présidence du conseil d'administration dans un contexte aussi instable. Je ne remets pas en cause ton droit légal, Claire, mais il est question ici de gouvernance, de stabilité pour les actionnaires, les investisseurs. Claire resta silencieuse. Elle le laissa parler. Il évoqua des zones d'ombre dans ses antécédents médicaux, de nouveaux témoignages sur son comportement passé et surtout des consultations internes menées en toute confidentialité. Enfin, il annonça qu'un vote exceptionnel serait organisé dans l'heure pour décider de son maintien à la présidence du Conseil. « Ce n'était pas prévu, dit-elle. Ce n'est pas à l'ordre du jour. Le règlement autorise une réunion extraordinaire à la majorité simple si la situation le justifie, répliqua un autre membre. Claire comprit alors. Ce n'était pas une inquiétude légitime, c'était un coup monté. Et la pièce maîtresse de cette trahison était précisément celui qui s'était engagé à la soutenir. Jean-Luc Méraud. « Vous avez menti, murmura-t-elle. « J'ai réévalué, dit-il sans ciller. Ce n'est pas personnel. C'est une décision pour l'intérêt de l'entreprise. » Le vote se déroula rapidement. Claire fut invitée à quitter la salle. Elle resta debout dans le couloir, sans bouger. Elle ne pleurait pas, ne tremblait pas. Elle savait ce que signifiaient ces manipulations. Elle les avait vues de l'extérieur, dans les rues où les puissants ne regardèrent pas. Et maintenant qu'elle était à l'intérieur, elle les vivait de plein fouet. Le monde n'était pas différent. Il était juste plus poli dans sa cruauté. Une vingtaine de minutes plus tard, la porte s'ouvrit. Sophie, prévenue en urgence, arriva en courant. Trop tard pour empêcher le vote, mais pas pour voir le résultat. Méraud sortit, l'air calme. Le conseil a voté. Claire Moreau est déchue de sa fonction de présidente du conseil. Son statut d'actionnaire majoritaire n'est pas remis en cause, mais sa participation aux décisions stratégiques est suspendue dans l'attente d'une évaluation externe. Sophie s'interposa, exigea les procès-verbaux, invoqua l'irrégularité de la procédure. Méraud haussa les épaules. Tout a été fait dans les règles. Vous pouvez contester, bien sûr, mais cela prendra du temps. Et pendant ce temps,
L'entreprise continuera à avancer. Sans elle, Julien Lambert réapparut en fin de journée. Officiellement, il n'était plus en poste. Officieusement, il était revenu par la porte dérobée que Méraud et d'autres lui avaient laissée grande ouverte. Il se contenta d'un sourire à l'ancienne, froid, satisfait. « Je vous avais dit que ce n'était pas fini. » Claire ne répondit rien. Elle s'éloigna. Dans sa main, elle tenait encore la chemise qu'elle avait apportée ce matin-là. Elle ne l'avait même pas ouverte. Dedans, il y avait un projet qu'elle espérait proposer au Conseil, un plan d'insertion sociale par l'emploi, destiné à faire de Valpré Systèmes un pionnier dans l'inclusion professionnelle des plus démunis. Elle avait travaillé dessus pendant des jours, avec l'aide de Sophie et d'un petit groupe de collaborateurs volontaires. Elle s'arrêta dans un couloir vide, s'assit sur un banc, et pour la première fois depuis longtemps, elle ferma les yeux, pas pour fuir, mais pour mieux retenir ce moment. Elle avait été trahie, sans doute, mais elle avait aussi appris que les masques tombent toujours, et ceux qui ne savent régner que par la peur finissent toujours par se heurter à quelque chose qu'ils ne peuvent contrôler, la vérité. Le jour même où l'on annonça publiquement que Julien Lambert conservait de fait les leviers invisibles du pouvoir, malgré sa démission officielle, un coup silencieux mais imparable se tramait dans les coulisses de l'entreprise. Pendant que l'Assemblée feignait une normalisation et que certains se félicitaient d'un compromis raisonnable, l'avocate Sophie Delacour, fidèle à son sens aigu de la justice, poursuivait son enquête avec une minutie froide, presque mécanique. Elle fouillait les flux financiers, examinait les registres des transactions, passait au crible les comptes bancaires, les fiches de paie, les virements internes, les factures. Ce que les anciens dirigeants croyaient avoir enterré dans des dossiers scellés remonta à la surface, limpide et incontestable. Un soir, dans le petit bureau que Sophie avait mis à sa disposition, une pièce sobre, avec une table métallique, 2 chaises et une lampe unique. Elle posa sur la table un dossier épais, reliure noire, dont les premières pages portèrent des chiffres, des dates, des noms. Elle l'ouvrit devant Claire, les yeux sans concession. Ce qu'elle montra valait plus que 1000 discours. Il s'agissait d'un transfert massif, datant d'il y a 3 ans, d'une somme importante, un montant que l'on ne pouvait qualifier de simple bonus de performance. Cet argent circulait d'abord dans un compte caché, puis à travers une série de sociétés offshore, revenait en partie dans une fondation fantôme censée financer des projets communautaires, des projets qui n'avaient jamais vu le jour. Mais l'argent, lui, avait bien disparu. Il avait transité en clair au bénéfice direct de Julien Lambert, sans passer par les livres officiels de Valpré Systèmes. C'était un détournement, une malversation, un abus de pouvoir déguisé en philanthropie. Le type d'irrégularité qu'un seul document pouvait prouver, mais qu'1 million ou plus ne pouvait ignorer. Sophie ne fit pas d'esclandre. Elle ferma simplement le dossier, le posa devant elle, puis regarda Claire droit dans les yeux. « Ils pensaient vous avoir éteinte par le rejet, par l'épuisement, par la peur, dit-elle d'une voix calme. Ils ont oublié que vous existiez encore, et qu'ils ne peuvent pas effacer une trace écrite. » Claire sentit un frisson la traverser, mais ce n'était pas la froidure de la crainte. C'était la froideur de la certitude. Ces pages, ces chiffres, ces transferts, tout s'alignait pour rendre la parole de ceux qui l'avaient méprisée soudain vide. Elle se leva, caressa doucement la reliure du dossier, comme on effleure une épée dont la lame vient d'être affilée. Elle savait ce que cela signifiait. La bataille n'était pas terminée. Elle était sur le point de frapper. Le lendemain tôt, Sophie adressa un courrier recommandé aux membres du conseil d'administration et aux principaux actionnaires. Un rapport formel, accompagné de copies certifiées, réclamant la convocation immédiate d'une session extraordinaire pour révoquer tout dirigeant dont la conduite compromettait l'honneur et la stabilité financière de l'entreprise. Elle demandait non seulement le départ de Julien, mais l'ouverture d'une enquête indépendante sur les comptes et la nomination provisoire de Claire comme administratrice provisoire, en attendant la désignation d'un nouveau conseil exécutif. À midi, un silence inhabituel pesait sur les étages du siège. Les employés échangeaient des regards inquiets. Certains repartaient précipitamment au bureau, d'autres attendaient, fixant leur téléphone, recherchant frénétiquement des informations sur les preuves tombées. Dans les couloirs, le nom de Claire n'était plus prononcé comme celui d'une ex-mendiante devenue héritière. Il était murmuré comme celui d'une possible sauveuse, d'une révélation tardive,
mais nécessaire. À 15 heures, la réunion fut convoquée. Les membres du conseil, un par un, entrèrent dans une salle déjà prête, où le rapport de Sophie trônait sur la table. Julien, impassible en apparence, adressa un regard glacial à Claire lorsqu'elle entra, mais cette fois ce regard n'était plus chargé de mépris. Il était chargé de la peur du dévoilement. Autour de la table, d'anciens alliés baissaient les yeux. Le directoire semblait fracturé. Les promesses, les bonus, les menaces, tout paraissait soudain dérisoire face à l'évidence d'un détournement documenté. L'un des administrateurs, le plus respecté, prit la parole. « Nous ne pouvons ignorer ce rapport. Les preuves sont là. En l'état, continuer avec cette direction serait un risque pour l'entreprise, pour sa réputation, pour ses engagements sociaux, pour sa crédibilité sur le marché. » Un silence suivit, puis un autre, plus net. Enfin la voix du président. « Je propose un vote immédiat. Sur la révocation de l'ensemble des membres de la direction, y compris le directeur démissionnaire, et la nomination provisoire de Madame Claire Moreau comme administratrice intérimaire, en attendant l'organisation d'une assemblée générale extraordinaire, ouverte à tous les actionnaires. » Les regards convergèrent vers Claire. Elle n'avait pas préparé de discours. Elle n'avait même pas envisagé cette issue. Mais elle se leva droite, calme, et déclara « Je n'ai pas cherché le pouvoir. Je n'ai pas recherché la revanche. Je n'ai cherché qu'une vérité, que Valpré-Système cesse d'être une forteresse fermée sur ses secrets, que chacun, employé, partenaire, client, sache qu'une entreprise repose sur la confiance, sur la transparence. Si accepter ce rôle maintenant peut contribuer à cela, alors je le ferai. » Le vote se déroula, clair, unanime de la majorité des présents. Quelques personnes s'abstinrent, d'autres votèrent contre par peur d'instabilité, mais le résultat fut net. Plus de 75% en faveur de la révocation et de la mise en place d'une gouvernance provisoire centrée sur Claire. Julien quitta la salle sans un mot. Son manteau sombre sembla peser plus lourd sur ses épaules qu'il ne l'avait jamais été. Derrière lui, les lumières de l'entreprise brillaient d'un éclat nouveau, non celui du pouvoir, mais celui de la vérité. Ce jour-là, à la sortie de la réunion, on ne vit pas de célébration. Pas d'applaudissements, pas de photos, pas de discours grandiloquents. Claire descendit lentement les escaliers vitrés, entourée de Sophie, de quelques anciens collaborateurs, ceux qui avaient cru en elle lorsque personne ne la voyait, et d'employés silencieux qui baissaient les yeux respectueusement. Elle avait les mains serrées, le regard fixe, le cœur prisonnier d'une émotion difficile à nommer. Elle n'avait pas conquis un trône. Elle avait simplement arraché le masque d'un pouvoir fondé sur la duplicité. Dehors, Paris bruissait sous la pluie fine de décembre. Les gouttes glissaient sur le parapet du boulevard Haussmann, comme des larmes que la ville n'osait plus cacher. Claire leva les yeux, regarda le bâtiment de Valpré-Système, ce colosse de verre, avec une gravité tranquille. Elle ne souriait pas. Mais au fond de ses yeux brillait une détermination nouvelle, faire de cette entreprise non pas un monument de richesse, mais un refuge de dignité et d'espoir. Car aujourd'hui, pour la première fois, la femme invisible redevenait quelqu'un, mais pas pour ce qu'elle avait perdu, pour ce qu'elle choisissait désormais de bâtir. 3 mois avaient passé depuis que Claire Moreau avait été nommée administratrice intérimaire de Valpré-Système. 3 mois pendant lesquels elle n'avait cessé de travailler, de rencontrer, d'écouter. Elle avait refusé les privilèges habituels. Pas de voiture de fonction, pas de bureau au dernier étage, pas de fauteuil en cuir. Elle s'était installée dans un ancien local réaménagé au rez-de-chaussée du siège, à côté du service des ressources humaines. Sa porte restait ouverte toute la journée. Pas symboliquement, réellement. Chacun pouvait entrer, poser une question, déposer une idée, faire une remarque. Cela dérouta au début, puis petit à petit cela devint normal. Claire n'avait jamais dirigé d'entreprise. Elle ne prétendait pas en être capable seule, mais elle s'était entourée. De Sophie, restée à ses côtés comme conseillère juridique et stratégique. De Mireille Grangier, l'ancienne assistante d'André Valpré qui reprit du service pour l'aider à gérer le quotidien. De plusieurs cadres intermédiaires, autrefois marginalisés par l'Ancien Régime, qui apportèrent leur savoir sans ambition de domination. Elle forma un comité opérationnel réduit, composé d'hommes et de femmes de différents niveaux hiérarchiques, choisis non pour leur ancienneté, mais pour leur capacité à proposer et à écouter. Le premier grand chantier qu'elle lança fut celui de la réorganisation sociale de l'entreprise. Dès le premier mois, elle créa une division entièrement nouvelle,
le pôle Réinsertion et Impact Social. Ce service, rattaché directement à la présidence, avait pour mission de mettre en place des programmes d'intégration professionnelle pour les personnes en situation de grande précarité. Des partenariats furent établis avec des associations de terrain, des centres d'hébergement, des structures d'accompagnement. Des formations internes furent développées, adaptées aux réalités de ceux qui, comme Claire, avaient connu l'exclusion. Un budget conséquent, issu de coupes dans les dépenses inutiles de représentation, fut alloué à ce projet. Les premiers recrutements commencèrent en février. Des hommes et des femmes sans domicile fixe, des réfugiés, des anciens détenus, des jeunes sortis de l'aide sociale à l'enfance, tous furent accueillis sans regard condescendant. Ils reçurent des contrats stables, un accompagnement personnalisé, une formation progressive. L'accueil fut mitigé au départ. Certains cadres voyaient cela comme une opération de communication, mais au fil des semaines, les résultats parlèrent. Les nouveaux salariés apportaient une énergie nouvelle, un sens du travail forgé dans la nécessité, une gratitude lucide qui contaminait même les plus sceptiques. Ils n'étaient pas des bénéficiaires, ils étaient des collègues. Claire ne cherchait pas à imposer un modèle. Elle testait, ajustait, admettait ses erreurs. Elle écoutait. Lorsqu'un des anciens directeurs financiers lui dit que certaines décisions risquaient d'effrayer les actionnaires, elle ne se braqua pas. Elle convoqua une réunion avec les principaux investisseurs. Elle leur parla sans langue de bois. Elle leur montra les chiffres, mais aussi les visages. Elle leur expliqua que la rentabilité n'était pas incompatible avec l'intégrité. Que miser sur des êtres humains, ce n'était pas un coût. C'était un investissement à long terme. Elle savait que certains partiraient, d'autres restèrent, et même quelques-uns décidèrent d'augmenter leur participation. Julien Lambert, de son côté, avait disparu de l'espace public. Une enquête judiciaire était en cours. Les documents fournis par Sophie avaient été transmis aux autorités compétentes. Les ramifications du détournement de fonds s'étendaient à d'autres structures, à des partenaires douteux, à des montages financiers complexes. Claire ne cherchait pas la vengeance. Elle voulait simplement que justice soit faite, que l'impunité cesse. Un jour de mars, alors qu'elle sortait du bâtiment pour une pause, Claire s'arrêta devant les grilles de l'entrée. Le soleil brillait, timide mais réel. Elle regarda le boulevard Haussmann, là où elle avait passé des années assise sur le bitume, ignorée de tous. Elle reconnut l'angle du mur contre lequel elle s'était souvent adossée, les marches où elle avait dormi les nuits les moins froides. Elle sentit une bouffée étrange monter en elle. Pas de fierté, pas de revanche, mais une forme de paix, une certitude. Elle n'avait pas gagné, elle avait repris sa place. Et cette place, elle la tenait non par pouvoir, mais par choix. Plus tard ce jour-là, elle se rendit dans un centre d'accueil avec lequel Valpré Systèmes avait signé un accord. Elle n'était pas attendue. Elle entra discrètement, salua les bénévoles, s'assit avec quelques résidents. Elle parla peu. Elle écouta surtout. Une jeune femme, les yeux cernés, lui demanda « Tu travailles à Valpré, toi ?» Claire hocha la tête. « Oui, j'y suis. » Elle ne dit pas qu'elle était propriétaire, ni présidente. Elle dit simplement qu'elle y était. Et c'était vrai. Quand elle rentra chez elle ce soir-là, un petit appartement loué à son nom, sobre mais lumineux, elle s'assit dans le fauteuil près de la fenêtre. Elle observa Paris s'endormir, les toits gris, les lumières qui s'éteignaient une à une. Elle pensa à André Valpré, à la photo de lui qu'elle avait encadrée posée sur une étagère. Elle ne lui en voulait plus. Elle ne le glorifiait pas non plus. Elle acceptait ce qu'il avait été, un homme faillible qui avait tenté de réparer, trop tard mais sincèrement. Claire ne savait pas combien de temps elle resterait à la tête de l'entreprise. Elle ne s'agrippait pas à ce rôle. Elle avait montré que c'était possible, que la marginalité n'était pas une fatalité, que la reconstruction pouvait être collective. Elle voulait continuer. Mais si un jour elle devait partir, elle partirait droite, car elle avait redonné un sens à son nom. Et surtout, elle avait prouvé que même les plus invisibles peuvent reconstruire un monde différent. Pas plus juste par principe, mais plus humain par choix. Elle n'était plus une exception. Elle était un commencement, et cela suffisait.